Arnaud Montebourg, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous publiez L'engagement chez Grasset, récit intime et sentimental du pouvoir tel que vous l'avez vécu. J'y reviendrai, je vais lire quelques extraits de votre livre, Arnaud Montebourg. Nous sommes le 11 novembre, commémoration sous l'Arc de Triomphe, entrée au Panthéon de Maurice Genevoix. Maurice Genevoix, c'est ceux de 14, c'est Raboliau. Ces moments de communion nationale sont indispensables aux yeux d'Emmanuel Macron. La France est désunie, indispensable commémoration. C'est utile de rappeler que il a fallu des sacrifices humains considérables pour que la France ne disparaisse pas. Elle a failli disparaître plusieurs fois, la France. En 40, les efforts du général de Gaulle, un homme seul, qui a réussi à faire survivre la France aux yeux des Alliés, car les Allemands voulaient envahir la France et l'occuper et la faire disparaître, mais après, les Américains ont voulu faire la même chose. Donc il a fallu beaucoup d'imagination, et toute l'histoire de ce pays qui a trouvé les ressources en lui pour survivre, je trouve, est d'actualité. Et d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, ce pays doit trouver toutes les ressources qu'il faut pour survivre. Nous en sommes là. Survivre. Sur le plan économique, nous avons quand même là des dégâts considérables qu'il va falloir remonter. Je vous parle quand même des faillites qui s'annoncent. Tous les commerçants, tous ceux qui vivent de leur commerce indépendant vont être en grave difficulté. Tous les hôtels, l'aéronautique, l'automobile, les services du quotidien qui ne sont plus assurés, qui étaient assurés avant sur les territoires, qui disparaissent. Vous avez quand même des villes fantômes dans tout le territoire. La France est quand même très mal en point. Une France désunie. Par ailleurs. Divisée. Par ailleurs. Je vais y revenir, parce que c'est un point qui me tient à cœur, cette France désunie, divisée, contre laquelle il faut se battre, hein, cette division. Je voudrais une petite mention quand même sur l'explosion de la pauvreté. Oui, je vais y revenir. Ne vous inquiétez pas, ça, je vais y revenir. Quand même. Ça me tient à cœur. Dites-moi, pour être concret, avec le Covid-19, est-ce qu'il faut rouvrir le plus rapidement possible tous les commerces? Est-ce que vous demandez la réouverture de tous les commerces? Je crois que les commerces ne sont pas les responsables de la propagation du virus. Pourquoi? Parce que les protocoles sanitaires permettent de maintenir les queues à l'extérieur, là où le virus se propage moins qu'à l'intérieur. Et surtout, parce que vous avez des grandes surfaces qui sont bondées et où vous n'avez pas du tout de distance de sécurité. Donc, nous avons aujourd'hui des décisions arbitraires qui sont en train de couler, provoquer le désespoir chez des gens. Et pourquoi il faut honorer les commerçants? Je voudrais dire un mot là-dessus. Parce que ce sont des gens qui ont pris leur destin en main, qui ont décidé de prendre le contrôle de leur vie. Et qui, eux, on les raye d'un trait de plume. On dit, ça sera fermé. Mais on n'a même pas réfléchi avant. On peut avoir un cerveau collectif, par exemple. Il y a des pays, dans le reste du monde, qui ont de l'avance parce qu'ils ont connu des épidémies bien avant nous. Mais surtout, il y a aussi des pays qui ont appris du premier confinement et qui essaient de ne pas commettre les mêmes erreurs. Tout à coup, on s'aperçoit de l'importance d'un éboueur, de l'importance d'une infirmière. Et maintenant, voilà qu'on s'aperçoit de l'importance d'un petit commerçant. Non, on ne s'aperçoit pas. On le sait, les décisions qui sont prises sont des décisions qui sont brutales et arbitraires. Elles ne sont pas non plus très intelligentes. Je ne les trouve pas très intelligentes. Mais pourquoi? Mais parce que sont-elles brutales et arbitraires? Parce que je considère, et je crois que le confinement tel qu'il a été imaginé dans un certain nombre de pays européens n'a pas résolu beaucoup de problèmes. Puisque le principe de la lutte contre une maladie telle que le Covid-19, de toutes ces pandémies, c'est de séparer les malades des non-malades. Or, le confinement met des gens malades avec des gens non-malades. Donc c'est bien tout le problème, c'est que le vrai programme qui a fonctionné en Asie, écoutez, Taïwan, 21 millions d'habitants, 7 morts. La Corée du Sud, 50 millions d'habitants, 475 morts. Au titre du Covid. Comment ils ont fait? Ils ont simplement pris des mesures drastiques de tests massifs, d'isolement des malades, pour éviter que ça... Ce qui veut dire qu'il faut renforcer le contrôle du confinement. Je veux dire par là, sanctionner les personnes qui ne mettent pas, les personnes infectées qui ne s'isolent pas. Monsieur Bourdin, je ne veux pas faire du yaka faucon. Je veux juste observer qu'il y a des expériences à l'étranger dont on n'a tiré aucune conclusion et qu'on recommence les mêmes erreurs qu'au premier confinement. Et la conséquence de ça, c'est qu'on a une épidémie qui n'est pas contrôlée. Et le vrai problème, c'est que c'est dangereux parce que les hôpitaux ne peuvent plus suivre. Vous disiez en mars, l'amateurisme
de l'État est lamentable. Vous dites toujours la même chose? Oui, nous avons vécu une humiliation nationale, plus de médicaments. Nous avons des ruptures de stock. Nous n'avions pas de masques. On nous a expliqué qu'il fallait pas les porter, alors que l'OMS expliquait qu'il fallait porter des masques dans le monde entier. En plus, on n'a pas fait confiance à la médecine de terrain, celle qui soigne, qui a une expérience empirique. Donc, on a pris des décisions purement technocratiques au sommet de l'État, qui se sont abattus sur la société et qui sont, pour moi, qui ont mené à ces difficultés. Est-ce qu'on a tiré les leçons de cette première crise en cet automne que nous vivons? Est-ce que le gouvernement a tiré les leçons? La preuve que non, puisque un certain nombre de pays qui ont fait du semi-confinement et qui ont testé massivement ont réussi à diminuer par 2 le nombre de contaminations. C'est le cas de la Slovaquie, qui a fait un test massif de toute sa population et ils ont réduit. 5 millions d'habitants en Slovaquie. Eh bien, et alors, nous, on en a 66. Mais alors, on peut le faire si on décide de le faire. On a une administration formidable, paraît-il, au sommet de l'État. Vous la connaissez bien. Oui, je la connais bien. Eh bien, il serait temps qu'on utilise les ressources qui existent sur le terrain et que nous imaginions d'autres méthodes. On n'est pas sorti des habitudes de pensée et d'action. Or, il fallait changer la méthode. Il y a quelque chose qui m'a frappé. On annonce un vaccin dans quelques semaines. Tant mieux, formidable. Du coup, les bourses sont partis à la hausse, en flèche à la hausse. Les bourses qui n'ont jamais vraiment baissé d'ailleurs pendant ces crises sanitaires. Arnaud Montebourg, il faut le remarquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement la finance est bien au-dessus de ces problèmes de santé et parallèlement on voit effectivement les inégalités se creuser, la précarité augmenter, notamment en France. Ça vous inspire quoi? Que la société qui va sortir du Covid va être explosive. Vous avez une explosion de la pauvreté, vous avez toutes les associations qui disent que les augmentations de demande de soutien alimentaire sont de 30% et que 45% des personnes qui se présentent sont inconnues de ces associations. Donc ce sont des gens qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leurs moyens de vivre et qui se retrouvent à la rue. D'ailleurs, il faut voir les fils des soupes populaires qui s'allongent. Vous voyez des gens comme vous et moi qui sont en difficulté. Donc nous avons là un sujet explosif parce que pendant ce temps-là, les méthodes de financement de l'économie continuent à fonctionner, c'est-à-dire qu'en fait les personnes qui possèdent la richesse gagnent encore plus d'argent pendant que vous avez une classe moyenne qui est en cours d'appauvrissement. Les inégalités se creusent. Oui, mais vous avez eu la crise des Gilets jaunes dans notre pays. Cette crise, c'est pour ça qu'il y a une sorte de continuité entre le quinquennat Hollande et le quinquennat Macron, c'est que cette révolte des classes moyennes, qui est mondiale, mais qui est particulière en France, c'est-à-dire en fait des gens qui n'ont que leur travail pour vivre, n'arrivent pas à finir leur fin de mois et de plus en plus difficilement trouvent les moyens de vivre. Et c'est le sujet fondamental de notre société, c'est que le Covid va aggraver cette situation et nous allons nous retrouver en situation de confrontation très très difficile. C'est la raison pour laquelle vous avez entre autres écrit ce livre, parce que vous en parlez beaucoup, de ce creusement des inégalités. Tiens, un mot, est-ce que par exemple il faut étendre le RSA aux 18-25 ans? Je ne dirais pas que le RSA est la bonne méthode pour résoudre les problèmes de la pauvreté. Non, enfin c'est peut-être pour résoudre les problèmes de la pauvreté des jeunes, qui est majeur. Il va falloir, de toute façon, venir au secours de la jeunesse, parce que là, vous avez des classes d'âge de 800 000 à 1 million de personnes qui n'auront pas de travail avant longtemps. Donc, il va bien falloir que la société, tout entière, jette une sorte de tende la main à cette jeunesse qui est quand même en grande difficulté et qui n'a aucune perspective. Surtout avec des pans entiers de l'économie qui sont en train de s'écrouler. Quand vous mettez le tourisme, c'est quand même 3 millions d'emplois, l'hôtellerie, 1 million d'emplois, tout ça est à l'arrêt, ça fait 4 millions de personnes qui se demandent ce qu'ils vont devenir. Et là, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent, énormément. Soit à mi-temps, soit à temps partiel, soit à temps plein. Et qui, d'ailleurs, ils font leur carrière. Voilà. Donc tout ça, ça supposera des mesures de solidarité exceptionnelles, le temps des difficultés à passer. Bien, mesures à prendre. Vous persistez dans vos choix. Souverainisme, protectionnisme. Protectionnisme. C'est-à-dire quand on a un pays qui va être obligé de se reconstruire, il va falloir reconstruire et le reconstruire de façon écologique. Reconstruire l'industrie et l'agriculture, qui sont quand même effondrés.
Notre industrie est très basse et après le Covid, ce qui se sera passé dans les grandes filières qui étaient les plus solides, les plus résilientes, l'aéronautique, l'automobile en sont des exemples, il va bien falloir reconstruire sur des modèles nouveaux. Et donc, là, vous avez des dizaines de milliers d'emplois dans la région toulousaine, par exemple, qui sont supprimés dans l'aéronautique, pas seulement Airbus, mais toutes les entreprises qui travaillent autour, elles sont considérables. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons reconstruire tout ça? Il va bien falloir le faire à l'abri de la mondialisation. Si on n'y arrive pas... il faut se mettre à l'abri de la mondialisation. Je crois qu'on ne pourra pas continuer, de toute façon, à vivre en quelque sorte avec cette naïveté qui a été la nôtre, où on se fait piller par les empires, les Chinois et les Américains, pour dire les choses très gentiment, où nous perdons tous nos fleurons industriels, Alstom, Alcatel, Technip, Alstom. Tout ça. Non, mais c'est le chapitre de votre livre. Non, mais je raconte cette histoire parce que c'est une histoire édifiante, parce que c'est une humiliation pour nous d'avoir perdu ce que des générations de cadres, d'ingénieurs, de patrons, d'ouvriers ont construit. Parlons-en. Perdu comment, Arnaud Montebourg? Perdu par un tour de magie, si je puis dire, des Américains avec la complicité de François Hollande? Un chantage d'État de la part des Américains qui ont utilisé la corruption finalement dont Alstom était accusée, dont elle a été condamnée, pour nous voler Alstom. Et face à ça, où était l'État? Mais c'est affaissé. Le problème, la vérité, c'est que pour moi, l'expérience du pouvoir, c'est l'abandon des gens et finalement l'oubli de la France. Voilà. Et maintenant, on paye la facture. Regardez General Electric, qui a pris Belfort, qui a pris Grenoble et beaucoup d'installations. Ils font des plans sociaux, ils ne respectent pas leurs engagements, alors que j'avais mis des amendes pour les faire respecter, ce qui était d'ailleurs insuffisant. Il faut considérer que les mesures de protection de nos intérêts étaient insuffisantes. Mais vous étiez impuissant, Arnaud Montebourg. Quand je lis ce livre, je vois votre impuissance. Impuissance à Florange, impuissance... sur le dossier Alstom et sur d'autres dossiers. C'est le président de la République qui décide. C'est ça le problème de notre pays. Oui. C'est que les pouvoirs concentrés dans la tête d'un seul cerveau sont un énorme problème pour notre pays. Quand le cerveau va bien, ça va. C'est le général de Gaulle, François Mitterrand. Quand le cerveau va mal, et on a quelques exemples sous la main... Le cerveau va mal, là? Le cerveau va pas bien. En ce moment, est-ce que le cerveau du président de la République va mal? La même politique continue. Appauvrissement des classes moyennes, abandon de nos intérêts industriels, et on peut faire des discours qui vont dans l'autre sens. On peut dire nous allons relocaliser, très bien, mais qu'est-ce qu'on attend? J'avais proposé d'ailleurs des plans de reconstruction de l'industrie il y a maintenant 2014, ça fait 6 ans. Et Emmanuel Macron est au pouvoir depuis maintenant 6 ans et demi. Si on accumule ces périodes de pouvoir, il aurait eu le temps de le faire. Donc maintenant, on réinvente l'eau tiède. Alors qu'on aurait pu continuer par une sorte de politique que j'appelle transpartisane, qui consiste à se passer la main d'une alternance à l'autre pour reconstruire l'industrie, par exemple. Je vais revenir sur Emmanuel Macron qui vous a succédé à Bercy. C'était au mois d'août 2014. Je vais revenir sur le portrait que vous dressez d'Emmanuel Macron dans votre livre, Arnaud Montebourg. Mais je voudrais parler de Trump qui ne reconnaît pas sa défaite. Est-ce que ça vous inquiète, ce qui se passe aux États-Unis, là, ce jusqu'au-boutisme? Écoutez, moi, faut laisser les institutions américaines régler leurs problèmes. Oui. Moi, je suis tout à fait intéressé par la très forte résistance de Trump. C'est intéressant. J'allais vous en parler. Parce que 70 millions de votes. Je n'ai aucune espèce de sympathie. C'est un plébiscite pour la force, dites-vous. Oui, je n'ai aucune espèce de sympathie pour M. Trump, qui est un personnage que je juge sexiste et même raciste. Mais regardons ce qu'il a fait sur le plan économique. Sa vision du protectionnisme. Prenons un exemple. Et je voudrais que ceux qui nous écoutent comprennent ce qu'il a fait, par exemple. Il a dit à sa propre industrie automobile, General Motors par exemple, vous avez délocalisé au Mexique où vous payez les Mexicains au lance-pierre. Bien maintenant, si vous voulez réimporter des véhicules General Motors sur le sol des États-Unis, vous allez être obligé d'aligner les salaires à ceux de la Californie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait monter les salaires des Mexicains et il a évité de mettre en concurrence le travailleur américain avec le travailleur mexicain. Mais je considère que c'est la politique que l'Union européenne aurait dû mettre en œuvre. J'ai été surpris quand même. Vous saluez les résultats économiques de Donald Trump. Mais comment sont-ils obtenus? En baissant les impôts des entreprises? En baissant les impôts des plus riches?
Des plus hauts revenus. Si. Non, mais laissez-moi répondre quand même. Fiscale. Oui, laissez-moi répondre. Je n'approuve pas la totalité des mesures de M. Trump. Non, mais vous saluez les résultats économiques. Les résultats. C'est le ruissellement. Quoi, si vous me laissez, non, pas du tout. Il a augmenté les salaires. Les bas salaires aux États-Unis ont augmenté dans des proportions très importantes de 4% par an. Et les inégalités se sont creusées aussi aux États-Unis. Je ne défends pas la politique de M. Trump. Je dis qu'il y a des choses utile à reprendre. Est-ce qu'on peut être nuancé? Oui, merci. Si je peux m'exprimer, quand même. Allez-y. Bon, donc Monsieur Trump, et le protectionnisme et la bagarre vis-à-vis de la Chine, pour moi, il a raison. Défendre la remontée des bas salaires, il a raison, c'est une politique keynésienne. Défendre, il n'a pas pu le faire parce que le Congrès l'a bloqué. Un plan d'investissement de 1000 milliards de dollars, c'est ce qu'il voulait faire dans les infrastructures. C'est une politique keynésienne. Ça aurait été utile. Donc vous voyez bien que y a à boire et à manger. Voilà. Donc permettez-moi, maintenant que M. Trump a disparu, non pas du champ politique américain, mais de la Maison-Blanche, nous l'espérons, de retenir ce qui est utile et des enseignements que nous pouvons dire. De la même manière que je retiens les choses qu'il ne faut absolument pas recommencer. Au pouvoir, c'est le sens de ce livre, l'engagement. C'est le sens de ce livre. Alors justement, vous dites, le macronisme est une escroquerie politique. D'abord, avant de parler d'Emmanuel Macron, votre cas personnel, vous vous engagez en politique? Vous êtes toujours engagé en politique, vous avez toujours été engagé en politique. Mais pourquoi? Je sais que vous venez défendre votre livre sur mon plateau partout ailleurs, mais pourquoi? Il y a une idée derrière... derrière tout ça ou quoi? Volonté. Soyons sincères. Soyons sincères. Oui. On cherche tous un nouveau rivage. Oui. On ne peut pas laisser le débat politique français entre Madame Le Pen et Monsieur Macron, parce que pour moi, Monsieur Macron est la seule personne qui pourra faire élire Madame Le Pen. Donc c'est ça qui est au bout du couloir, c'est ça qui se profile. Ouais. Donc il va falloir que nous trouvions les moyens de réunifier des forces politiques capables aujourd'hui de reconstruire le pays, refonder la démocratie, faire muter écologiquement notre appareil productif. Vous pourriez réunifier? Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on cherche tous ce nouveau rivage. Donc moi, je réfléchis à un engagement. Quelle sera la nature, la forme? Oui. Je ne sais pas. Mais vous allez vous engager. Je ne pense pas que quand la forêt brûle devant chez vous, vous donnez pas un coup de main aux pompiers. Donc vous allez vous engager. Il faut Adrien Quatennens dit il faut qu'il s'engage derrière Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors jusqu'au prochain qui va dire... D'ailleurs, j'ai des compliments aussi à droite. Pourquoi? Parce que moi, mon sujet, c'est pas la gauche, la droite, c'est la France. Le sujet, c'est la France. Donc les bleus avec les bleus, les verts avec les verts, les rouges avec les rouges, et avec tout ça, ça fait quoi pour la France? On n'en sait rien. Donc il va falloir unifier les Français et proposer un projet de reconstruction. Gauche-droite réunis. En tout cas, souverainiste et protectionniste. Ah oui, il faudra qu'on y vienne. Il va falloir qu'on y vienne. Vous savez, c'est ce que vous allez porter. C'est ce que vous allez porter. C'est ce que vous portez dans ce livre et c'est ce que vous allez porter. Oui, c'est ce que je défends. En tout cas, et par conviction. Par conviction d'ailleurs qui n'a pas changé. Le Made in France, excusez-moi. Le Made in France, c'est une grande politique qui n'existe toujours pas. Donc on en est aujourd'hui à avoir 1400 médicaments en rupture de stock parce qu'on a laissé nos grandes pharma, et pourtant on a des champions français dans la pharmacie, délocaliser et ne pas relocaliser. Bon, alors, le macronisme est une escroquerie politique. Je ne vais pas... Vous comparez Emmanuel Macron à Frégoli, artiste du début du siècle précédent qui subjuguait les foules par la vitesse époustouflante avec laquelle il changeait de déguisement. Et vous écrivez... À propos d'Emmanuel Macron, tantôt en uniforme d'aviateur de l'armée de l'air comme dans une mimique de Top Gun, tantôt en bras de chemise comme imitateur du mouilleur de maillot, tantôt en joueur de tennis pour charmer ses dames, tantôt déguisé en homme de gauche sous Hollande, tantôt en gladiateur du Puy du Fou, tantôt fardé en souverainiste en pleine crise coronavirrienne, puis en amoureux faussement sincère de la démocratie participative pour se débarrasser des gilets jaunes ou devenant l'odieux mec de droite qu'il avait envie d'être. Réformateur à la Schlag, Emmanuel est finalement un chanteur de variété. Oui, les variétés. On change de costume, de discours, et au final, que reste-t-il? Est-ce que c'est la diagonale du vide? Les discours du président de la République, je les écoute,
Oui. Ils se transforment, ils changent, ils se contredisent. Il y en a pour tout le monde. Même moi, je trouverais forcément... C'est ça le frégolisme. On change de costard. Mais c'est un syndrome délirant. C'est un syndrome délirant de dissociation schizophrénique, écrivez-vous. Non, ça c'est la vision. C'est la vision psychiatrique du frégolisme. Oui. Mais Frégoli, c'est le transformiste. C'est celui qui, toutes les 30 secondes, change de costume. Il y a un artiste qui a repris le frégolisme, c'est Arturo Brachetti. Oui. Je suis allé à un de ses spectacles un jour, il y a quelques années. Donc Emmanuel Macron, c'est Arturo Brachetti. Bah, c'est Frégoli. C'est-à-dire, on passe d'une idée à une autre, d'une conviction à une autre, et finalement, que reste-t-il? Et que reste-t-il? On a continué à démanteler les fleurons industriels. On a continué à appauvrir les classes moyennes. Tout sur le plan de la continuité, c'est absolument parfait avec le précédent quinquennat. Emmanuel Macron qui souhaite la reprise de Suez par Veolia? Ben, c'est la même chose. Suez, Veolia, c'est le démantèlement qui continue. On avait 2 champions. Finalement, on risque d'en perdre 2. Parce que le premier, on le démantèle, et le deuxième, il ne pourra pas absorber le deuxième, il va être surendetté, il va s'écrouler. Donc bravo, félicitations. D'ailleurs, j'ai écrit au Premier ministre, parce que de temps en temps, je donne mon point de vue, j'écris, j'allais dire, cordialement aux autorités publiques, j'ai écrit au Premier ministre, il ne m'a toujours pas répondu. J'aimerais qu'il le fasse. Merci. 8h55, Arnaud Montebourg. Ce matin, je rappelle le titre de votre livre, L'engagement chez Grasset. 8h55, RMC BFM TV.